Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Le Café des experts économiques se retrouve dans la bonne humeur comme un lundi sur deux avec nos amis experts. Mourad Goumeli, bonjour. Bonjour. Farhat Aitali, bonjour. Amar Belkouk, bonjour. Amar Belkouk, c'est la première du CEE. On a improvisé donc depuis 15 jours du renfort. Et dans le cas, en l'occurrence d'aujourd'hui, c'est Amar Belkouk qui s'y colle. Voilà, c'est Amar Belkouk, banquier d'affaires, expert en finance, un pied en Algérie, un pied en France. On ne va pas citer tous son CV. Les CV de nos amis experts depuis le début du CE sont connus. Merci beaucoup d'être avec nous. On va pouvoir, grâce à votre présence, évoquer un sujet qui va nous connecter sur l'Algérie. C'est celui de la pression fiscale et de la réaction des citoyens à la pression fiscale. On suit depuis un mois ce qui se passe en France. Les Algériens le suivent de près. De la rébellion contre l'injustice fiscale, on peut l'appeler comme ça, celle des gilets jaunes. Est-ce qu'il est vrai, première question, on va partir de la France, que la pression fiscale en France est trop forte par rapport à ses concurrents, par rapport aux autres pays européens? Oui, d'abord, merci de votre invitation. Les comparables au niveau de la fiscalité placent la France vraiment dans les pays où s'exerce un enfer fiscal, puisque c'est comme ça que les fiscalistes... Par opposition aux paradis fiscaux. Par rapport aux paradis fiscaux et surtout par rapport à ses pairs. Donc la pression globale, les prélèvements globaux sur la richesse produite sont autour de 57%. Mais surtout, ce que l'on compare, c'est l'impôt sur les personnes physiques et sur les sociétés. En France, il est sur les sociétés de 33%, un tiers. Le président Macron se proposait de le ramener à 25% en 2022, ce qui a crispé un petit peu les gilets jaunes, puisqu'ils considèrent qu'il y a un transfert de charges vers la population, au détriment de la population par rapport aux entreprises. Mais par rapport aux pays voisins, la France a encore une fiscalité très élevée. Pourtant, on dit que les pays scandinaves sont quand même ceux qui ont les taux les plus élevés et il n'y a pas de rébellion anti-impôt dans ces pays-là. La rébellion en France des Gilets jaunes, elle est au-delà des taxes qui ont été annoncées et qui devaient entrer en vigueur dès janvier 2019, notamment qui portent sur les hydrocarbures, sur l'énergie, sur le carburant. Sur le carburant. C'est une revendication de pouvoir d'achat. La France a été un des pays du club méditerranéen versus les pays du Nord qui n'a pas payé cash la crise de 2008. Le Portugal, l'Espagne, la Grèce ont payé immédiatement avec un accroissement de chômage, baisse du niveau de vie. L'Italie et la France... en train de le faire maintenant. Ils sont en train de le payer. Donc ce qu'on n'a pas payé au début, on le paye à la fin. Et ce qui est malheureux pour le président Macron, entre guillemets, c'est qu'il est en train d'introduire des réformes nécessaires. La conjoncture lui était favorable. Le taux de croissance de la France en 2017 était autour de 1,8 et on espérait 2% en France, ce qui aurait pu mettre du baume sur les cœurs. Donc la conjoncture est en train de se retourner et les décisions qu'il a prises en matière de fiscalité verte pour justifier les taxes sur l'énergie, on finit par exaspérer. Mais les gens qui sont dans la rue sont en train de revendiquer des hausses de SMIC, des hausses de retraite, des suppressions de CSG, RDS. Donc ça a dépassé le simple problème de la taxe. Mais c'est le règlement de la crise. Voilà. C'est le problème du pouvoir d'achat et donc de la répartition de la richesse finalement qui se pose à travers les impôts. Vous avez la même lecture de ce qui s'est passé, de ce qui est en train de se passer en France, insurrection contre l'impôt qui dépasse le contexte de l'impôt?
Je pense à peu près la même chose, à quelques nuances près. C'est que les Français, je ne sais pas s'ils sont atteints du syndrome algérien ou s'ils nous ont contaminés avec leur syndrome. C'est qu'ils veulent pratiquement le beurre et l'argent du beurre. D'un côté, pas d'augmentation de taxes sur les carburants, pas d'augmentation de charges fiscales, mais de l'autre côté, des augmentations de salaires, des augmentations de prestations sociales, de prestations de retraite, enfin de pensions, alors que tout le monde sait que la Sécu en France a un gigantesque trou, tout comme ici d'ailleurs. Donc dans ce cas précis, les Français ont vécu un certain temps au-dessus de leurs moyens, particulièrement les couches qu'on peut estimer comme défavorisées. Ils ont hérité éventuellement un atavisme de la Révolution française qui fait qu'on coupe la tête de la reine quand il n'y a pas de pain, il n'y a pas de brioche, mais cette fois-ci, la reine, elle n'est pas en France. Il y a un système financier international aussi. Quand on est piégé dans une équation dans laquelle les besoins financiers d'un État doivent augmenter et la pression fiscale doit diminuer, c'est une équation insoluble avec ou sans Macron. Ça ne passera pas. Évidemment, ça avait commencé avec l'histoire des carburants qui a fait même rigoler Trump, parce que lui aussi, il veut baisser les prix des carburants pour ses compagnies politiques aux États-Unis d'Amérique. Il a même tweeté que les Français se battaient pour sa vision des choses. Alors que Macron et son gouvernement, sous le label de taxes vertes, veulent éventuellement favoriser des énergies alternatives. Ce qui n'est pas le cas de Trump. Les gilets jaunes, manifestement, ils n'étaient pas de cet avis. Ce qui les intéresse, c'était de pouvoir rouler au même prix que maintenant, ou peut-être éventuellement moins cher, de répercuter les baisses de prix sur le marché international du pétrole sur leur pouvoir d'achat. Ce qui n'est pas l'avis du gouvernement français. Alors, un ajustement voilà, pour avancer dans ce débat, parce qu'on va venir rapidement en Algérie en partant de ce mouvement des Gilets jaunes. Un gouvernement comme le gouvernement français aujourd'hui, il peut ajuster sa situation en renégociant avec Bruxelles la marge de son déficit. Il est en train de le baisser pour entrer dans les 3%. De toute évidence, en 2019, les déficits publics français vont repartir à la hausse. Et plutôt que de lutter contre son opinion et contre les Gilets jaunes dans les rues de Paris, il va, dans les couloirs de Bruxelles, essayer d'obtenir un répit. Jamais accepté. Voilà. Il y a un débat dans le débat. Effectivement, si on prend la France en tant que telle, et je partage un peu les analyses des confrères, les choses sont relativement claires. Mais il y a le contexte européen. Le contexte européen, ça veut dire qu'il y a des règles de ce club Europe, la règle du 3%, etc. Vous avez vu pour l'Italie ce qui s'est passé. Bon. Il y a un bras de fer avec le gouvernement populiste italien qui a ignoré les directives de... Et nous sommes à quelques encablures d'un vote du Parlement européen. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a un débat dans un débat. Il y a celui qui est clair, c'est les chars sur les Champs-Élysées, avec, etc. Ça nous rappelle un peu ce qui s'est passé à un moment donné en Algérie, 88. Enfin, le général Nzab tiré à balles réelles. À l'époque, c'était lui qui était chargé de mettre de l'ordre dans les rues d'Alger. Il s'est trompé. C'est pas tout à fait le même contexte, quand même. Non, j'ai pas dit que c'était le même contexte. J'ai dit les images fortes que nous avons eues, réseaux sociaux et télévision officielle, étaient un peu choquantes. Mais il y a notre débat, lui, qui est et qui est l'Europe, et pas l'Europe simplement en tant que communauté économique européenne d'il y a 40 ans, et même depuis le 57, donc le traité de Rome. Il y a l'intégration européenne, il y a Schengen, il y a Maastricht. Il ne faut pas oublier tous ces éléments. On ne peut pas construire l'Europe de la monnaie européenne sans que les gens acceptent les règles du jeu. On l'a fait avec la Grèce. La Grèce, on a falsifié les chiffres. On a falsifié, et comme par hasard, c'est une grande banque, Sach, falsifier les chiffres pour qu'elle puisse entrer pour des raisons géopolitiques. Et puis ensuite, la bulle a explosé, on sait où ça... Donc, pour rester dans ce cadre-là, il faut aussi intégrer les éléments de la construction de l'Europe. Et lorsque Trump fait ses tweets, qui sont relativement amusants, mais qui ont une réalité, etc., sa position est claire. C'est de détruire l'Europe en tant qu'entité. Il a déjà réussi avec le Brexit, puisque un des pays fondamentaux de l'Europe, qui est le Royaume-Uni, vous avez vu,
la manière dont les choses se passent. Et s'il peut encore ébranler et augmenter les contradictions à l'intérieur de l'Europe pour que cela explose, il le fera avec plaisir. Il le fera avec plaisir. Alors, messieurs, quand même, une question qui touche tous les citoyens du monde, en France, en Europe, en Algérie. Est-ce que vous avez le sentiment que, en 2018, avec les réseaux sociaux, avec la connexion Internet, etc., les citoyens font plus attention à ce qu'ils payent en impôts et surtout, ils font plus attention à ce que les autres payent en impôts parce qu'on dit qu'en France, avec le mouvement des Gilets jaunes, ce n'est pas tant la pression fiscale, c'est le fait qu'il y a eu des cadeaux qui ont été faits aux riches au début de la première année du président Macron. Je rapporte ce qui se dit. Dans le but de lever la pression sur l'entreprise pour créer plus d'emplois, pour améliorer la compétitivité des entreprises françaises. Et donc, les classes moyennes, notamment les strates inférieures de la classe moyenne, n'ont pas admis de subir, elles, par contre, plus de pression fiscale. Est-ce que vous avez le sentiment que les gens font plus attention à cela et que la citoyenneté aujourd'hui passe aussi par de l'arbitrage fiscal ? Je ne pense pas que le citoyen de base se penche sur les barèmes et sur les taux. C'est vraiment l'effet baisse du pouvoir d'achat qui a jeté le regard sur les augmentations de taxes qui ont été décidées. C'est à la pompe que ça a démarré. Et ça s'est répandu à d'autres revendications. Mais les Français, quand ils payaient 56% globalement au niveau du prélèvement général, ne se plaignaient pas tant qu'ils n'ont pas vu l'essence. Alors je dis ça, c'est pas par hasard. Je dis ça parce que les campagnes de présidentielles aux États-Unis se gagnent beaucoup sur les promesses de baisse des impôts. Le mouvement Tea Party, c'est un mouvement anti-taxe fédérale qui, évidemment, s'est rattaché au pouvoir d'achat parce que les taxes qu'on ne va pas payer à l'État fédéral, c'est de l'argent qui va rester dans la poche. Et donc, on regarde quand même ce côté-là beaucoup dans les pays avancés. Oui, mais quand on regarde qui paye l'impôt, sur les personnes physiques est faible par rapport aux taxes, par rapport à la TVA, par rapport aux autres prélèvements. Donc, beaucoup de ménages français sont exonérés de l'impôt. Ça ne les a pas empêchés. Augmenter la partie de la population qui ne paierait pas l'impôt ne lui donnerait pas plus de pouvoir d'achat. D'accord. C'est un constat de baisse de pouvoir d'achat depuis le début de la crise de 2008, même avant. Ce qui me fait penser à cette formule que j'ai entendue chez un expert en 2 mots, elle m'a beaucoup plu, donc je vous la répète, c'est le jeu du Mikado. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu du Mikado. Il y a un édifice avec des baguettes comme ça et il y a un tour de table de 4 personnes et chacun retire une tablette. Donc il y a eu un démantèlement du système de couverture, de protection, de pouvoir d'achat des Français. Et malheureusement pour le président Macron, c'est celui qui a retiré la dernière, celle qui fait tomber l'édifice. Là, tu voulais dire quelque chose? Oui, d'abord, je me refuse à comparer l'Algérie et la France. Bon, on va arriver à l'Algérie, on n'est pas encore arrivé, mais c'est la question suivante si tu permets. Mais le problème fondamental est, à mon avis, ce qu'on appelle d'une manière relativement vulgaire un peu partout, c'est la justice sociale. Alors, ce terme justice sociale, qui est dit de plusieurs manières, vous avez pris les États-Unis, c'est encore une autre affaire, parce que aux États-Unis, c'est un État fédéral. Moi, j'habitais en Virginie, je payais 3%. Vous franchissez le Potomac, vous êtes en Maryland, vous payez 4%. Donc, bon, voilà. C'est pour ça que je dis les comparaisons, il faut faire très attention. Par contre, le principe de la justice sociale, lui, il est universel. À partir du moment où l'impérium, c'est-à-dire aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler un État, décide de faire un prélèvement sur la richesse produite, on est en droit de se demander est-ce que tout le monde est égal devant l'impôt. Et ça, c'est universel, quelle que soit la question. La conception anglo-saxonne de l'impôt et de la nation, déjà, c'est que chez eux, une nation, c'est comme une entreprise. Il y a un souci d'efficacité. Les Latins, en général, depuis l'Empire romain, évidemment, les contaminés parmi la rive sud de la Méditerranée, dont nous, c'est une autre vision des choses. Il y a cette notion de justice sociale. La justice sociale, c'est
terme générique qui peut être lu sous tous les angles possibles et imaginables. Dans le bassin méditerranéen, la justice sociale consiste en général à regarder beaucoup plus aux moyens de vie des couches défavorisées et moyennes inférieures. Essayer de mettre chacun à niveau. Dans la conception anglo-saxonne, la justice sociale, justement, consiste à donner le plus à celui qui a remis le plus. C'est comme pratiquement, c'est une entreprise, celui qui a le plus d'intérêt, le plus d'utilité. On finance la locomotive, on ne finance pas les derniers wagons. Maintenant, quel est le modèle qui est juste ou le modèle qui est faux? En termes de philosophie de la vie, il y a à dire et à redire, chacun a son opinion, mais en termes d'efficacité, force est de constater que le modèle anglo-saxon, que les pays asiatiques ont suivi, est beaucoup plus efficace. C'est le modèle du ruissellement. Voilà. On donne plus à la locomotive et le ruissellement, parce qu'elle va être riche, Oui, la locomotive, évidemment. le ruissellement va faire marcher le reste. De toute façon, si on entretient le dernier wagon, le train ne risque pas de quitter la gare. Monsieur, attendez. Dans la campagne, on entend beaucoup parler d'évasion fiscale. Le ruissellement, c'est du ruissellement vers les paradis fiscaux. Non, les paradis fiscaux, ce qu'on appelle les paradis fiscaux, évidemment, c'est un crime pour les gouvernements, mais il n'est pas perçu de la même manière dans une société ou une autre, parce que le paradis fiscal en question, il n'avale pas les dollars. Et il les blanchit pour les recycler dans l'économie mondiale. Pour les anglo-saxons, si ce recyclage peut générer de la fiscalité en aval sur une autre combine, ça passe. Pour les latins et pour les berbères arabes et compagnie, tout ce qui échappe à la caisse centrale, surveillée par tout le village, est une évasion. C'est à croire que l'argent disparaît. Nous donnons à l'argent une valeur qu'il n'a pas. Si ce n'est pas un outil pour faire tourner une machine, l'argent finit par stériliser le champ économique. C'est ce qui est arrivé justement petit à petit en France. Mentalement, aujourd'hui, le Français conçoit que ses besoins quotidiens qui augmentent de plus en plus, sont primordiaux par rapport à toutes les entreprises qui quittent la France vers d'autres pays en délocalisation. Mais ils demandent quand même un emploi. Et même, ils culpabilisent les patrons qui partent en Chine quand vous n'êtes pas des nationalistes. Mais c'est incroyable, ils veulent tuer, ils veulent bouffer la poule et attendre les œufs le lendemain. Macron, il a trop promis. Pardon, je vais revenir revenir une dernière intervention sur la France pour évoquer ensuite la situation sur la algérienne. question de l'évasion fiscale, qui va devenir avant 2008, c'était quelque chose de prégnant parce que les banques étaient les principales actrices du mouvement. Aujourd'hui, on va parler d'optimisation fiscale. Il va y avoir une bataille, un dumping fiscal. Les pays vont se bagarrer. Vous allez voir, demain, on va avoir le vote sur le Brexit. Est-ce qu'il passera ou il ne passera pas? L'Angleterre a une riposte. Elle a promis de baisser son taux d'imposition à 10% si elle ne trouve pas un accord. 10%, c'est en dessous de l'Irlande. Mais en dessous de l'Irlande, parce qu'ils n'auront pas d'autres. Ils vont avoir des accords de libre-échange. L'Irlande est à 15%. Pourquoi Macron est en train... Il projette de le ramener à 25%. Trump a ramené le taux de l'IS aux États-Unis à 22%. Donc, tout, ça tire vers le bas. Et ce sont les entreprises qui créent les richesses. Donc l'évasion fiscale pour les individus, c'est mineur à côté de ce que les GAFA ont fait, ont mis de côté. C'est des trésors fabuleux. Qu'est-ce qu'il a fait Trump? Il leur a fait une taxation forfaitaire pour rapatrier les fonds. Donc, c'est une seule équation, plusieurs variables. C'est insoluble. Alors l'Algérie, comment elle pourrait se placer dans ce jeu-là? Est-ce que vous considériez, messieurs, que l'Algérie est un peu la France du continent africain avec un niveau de pression fiscale qui est classé parmi les plus élevés? La France au sens de très haut niveau de pression fiscale qui pourrait déboucher sur les mêmes conséquences. On trouve cette pression sur l'analyse pratiquement des recettes publiques par rapport au PIB, mais on ne la trouve pas réellement dans la société. D'ailleurs, beaucoup de gens parlent d'évasion fiscale massive. Quand quelqu'un vous dit que 50% des transactions se font à l'informel, ça veut dire qu'il espère en retirer 50% de fiscalité en plus. Enfin, d'après sa cervelle, hein, parce que ce que je ne crois pas du tout. En termes de fiscalité, nous sommes allés pratiquement aux limites de ce que peut produire la société et le système économique algérien comme moyen de paiement. Seulement, le problème qui se pose, c'est que si en France, tout le monde est surtaxé, il n'y a pas d'exonération exceptionnelle, sauf quelques niches fiscales qu'il faut vraiment être pointu en comptabilité pour pouvoir s'y incruster. En Algérie, non seulement vous avez des taux qui sont rébarbatifs pour une économie supposée être émergente, qui n'a pas encore de gros investissements, donc qui n'est pas attractif. On va s'arrêter une seconde. En même temps, il y a des franchises.
Alors maintenant, si vous avez un taux de 23% à l'IBS, et en même temps, vous avez quelqu'un qui ne paye pas pendant 5 ans sur des chiffres d'affaires qui dépassent de 10 fois celui qui paye 23%. Vous n'avez ni le résultat en termes de recettes fiscales, ni encore moins la dynamique d'investissement, ni encore moins la justice fiscale. Messieurs, série de problèmes. D'abord, le taux d'imposition, j'ai entendu le mot rébarbatif pour un pays qui n'est même pas encore émergent. Est-ce que vous partagez cette opinion ? On parle d'Algérie. 2, est-ce que le problème, c'est plus le niveau des taux ou est-ce que c'est plus les franchises qui sont accordées Farhat Ali vient de dire que les franchises peuvent tout annuler, faire tomber l'édifice Mikado. En tant que plus âgé de cette... Ah, c'est pas sûr. Si. Tu n'as pas fait d'enquête On avait des taux de 70% du BIC. Il faut le savoir. Dans les années 70, bien sûr. Le BIC était de 70%. On avait pour l'importation des véhicules des taux de 400%. Il faut le savoir, on a vécu cette période. Si bien que tout le monde avait un véhicule importé sous le sceau de l'ancien Moudjahid et en droit. Ce qui a fait beaucoup de moudjahidines, justement. Ça, c'est de la protection. Ça, c'est de la protection de l'économie. Protéger quoi ? Oui. Vous avez une industrie à protéger. Vous faites des voitures. C'était l'objectif. Hein. À l'époque, c'était fait pour ça. On a commencé par la fin. Quoi. Commencé par la fin. Donc ça va mieux. Écoutez, il y a une phrase que tout le monde connaît, c'est de dire l'impôt tue l'impôt. Quand vous mettez de pareils systèmes, vous êtes en train de pousser un contribuable honnête à devenir malhonnête. Hein? Les taux sont tels, en douane, dans les domaines, dans l'enregistrement, l'ensemble de ces instruments sont tellement élevés, les gens ne déclarent pas. On est dans une émission d'experts économiques, on peut plutôt que de rester sur une généralité. Les taux sont tellement élevés. On ne va pas parler de douane. On va parler de l'impôt sur le revenu global, qui est le premier impôt que payent les salariés. Est-ce que vous trouvez, messieurs, que l'impôt, l'IRG, l'impôt est trop élevé en Algérie? L'impôt que payent les salariés. Avant de dire... Il faut poser la question, qui paye l'impôt en Algérie? Les salariés il y a un secteur captif. Voilà. Les fonctionnaires, la plupart des salariés des entreprises publiques, c'est un secteur captif. La retenue à la source. À la source. Est-ce que ce taux est trop... Mais avant de parler de taux, la structure TAO dans les recettes de l'État, tu sais que l'impôt sur le revenu global des salariés, tout secteur confondu, représente 10 fois le montant de l'impôt sur le revenu global de toutes les activités indépendantes, y compris les professions libérales, enfin tout. Disons que la logique voudrait que dans n'importe quelle économie, il soit au moins à parité, ou très proche. Là, c'est à cause du forfaitaire? Non, le forfaitaire rapporte rien, parce que 12% sur l'intégralité du chiffre d'affaires sur le forfaitaire, la logique aurait voulu qu'avec 350 000 redevables un impôt forfaitaire unique, on ne se retrouve pas avec 16 milliards de dinars et 22 milliards de dinars pour 2017, c'est 3 fois rien. Mais là, pourquoi il y a soit 80 milliards de dinars de recettes d'IRG sur les revenus indépendants et privés et 750 milliards de dinars sur les salariés? Voilà. Tout simplement parce qu'il y a une retenue à la source sur les salariés. Donc, quel que soit le taux, par contre, les revenus indépendants, au-delà des fameux 35%, alors la plupart, ils se débrouillent toujours. Ils ont une double comptabilité. On l'a compris, mais est-ce que c'est la faute à un taux trop élevé, à un taux de d'IRG trop élevé? Peut-être que s'il était plus bas, peut-être que les activités indépendantes le paieraient plus facilement. Ce qui se passe en France par rapport à ça? Ou en Algérie? Non, mais les contrôles en France, l'administration fiscale n'est pas la même. Oui, elle n'est pas la même. La comparaison est difficile. C'est très difficile parce que. On peut rappeler ce que c'est l'administration fiscale en France. Oui, mais elle est. Le système bancaire est sous contrôle. C'est le système de délation. Ça passe par la banque. Les systèmes de paiement sont contrôlés. Les employeurs. Il y a la double déclaration. Donc on n'échappe à rien en France. Donc celui qui pense avoir oublié de déclarer quelque chose avant les 3 ans, il aura le rappel. On lui dira « Monsieur, vous avez omis ». Donc rien n'échappe. Et les travaux que l'on peut faire au noir, c'est-à-dire dans l'économie informelle, c'est le plombier peut-être pour une petite réparation. Mais le reste, il est couvert. Donc quand il y a des escroqueries à l'impôt, c'est de la grosse escroquerie sur la TVA, sur des choses, c'est des montages et qui sont de moins en moins possibles en France. Donc on peut imaginer.
j'ai vécu la retenue à la source en Angleterre pendant 4 ans et avec des taux plus faibles, je n'avais jamais payé autant d'impôts qu'en France quand je suis revenu avec des déclarations individuelles. Donc, je peux vous dire que quand on a une retenue à la source, il n'y a pas d'échappatoire. Donc, la question qui se pose par rapport à l'Algérie, c'est qu'il y a... J'ai pas compris là, désolé. Je vais pas faire l'inspecteur des impôts, oui. mais ça veut dire où est-ce que vous avez payé le plus, en Angleterre ou en France? Mais en Angleterre. À cause de la retenue à la source. Bien entendu. Et quand on fait sa propre déclaration, on optimise quand on est à Omar Berkouk, parce qu'on connaît. Voilà, d'accord. On peut optimiser. Voilà. Okay. En Angleterre, on n'optimise pas. Je voudrais prendre peut-être quelques exemples terre à terre pour que nos téléspectateurs comprennent. Auditeurs pour le moment. Pardon, auditeurs. Je prends 2 impôts phares. L'impôt pris sur la location de biens immeubles. Ça nous intéresse. Vous louez un appartement au loyer. L'État avait pris à l'époque 30%. Donc les gens se disent, bon, c'est trop. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer des loyers inférieurs. C'est-à-dire quelqu'un qui est de bonne foi est amené à faire une fausse déclaration parce que l'impôt est trop fort. Il est de 15% maintenant. Bon, alors, on a fait des progrès, mais il était de 30%. La même chose pour les ventes et les achats dans l'immobilier. Vous allez chez le notaire, tout le monde sait très bien que la valeur vénale sur l'acte notarié n'a rien à voir avec la valeur réelle. Là aussi, l'impôt est tel que les gens vont faire une fausse déclaration avec ensuite la différence payée en cash, etc. Donc on rentre dans l'économie, etc. Tout ça porte sur pratiquement 2 à 3% de la masse fiscale. Parce que le fameux impôt de 15%, c'était une hiérarchie sur les revenus qui revient sur les revenus. À celui qui a vendu ou loué. Il faut les rajouter aux 80 milliards là, des revenus. Mais maintenant, le gros de nos impôts, quand on prend la structure, je vous avais dit qu'il y avait 750 milliards d'IRG sur les salaires retenus à la source. Mais maintenant, nous avons la TVA. La TVA est tout impôt sur les affaires qui représente à peu près 1000 milliards de dinars. Et les prévisions 2019, on amène à peu près 1200 milliards. Mais quand on voit la structure, on trouve que la TVA sur l'importation a représenté de 2000 à 2016 l'essentiel, les 2/3 de la TVA. Ce qui veut dire le gros de la TVA est capté au port. Donc la TVA intérieure, toute valeur ajoutée supposée être réalisée localement, y compris dans les services qui représentent officiellement 45% du PIB, services marchands inclus, ne rapportait pas plus du tiers de la masse générale de la TVA. Ce qui pose une question sur le système fiscal algérien et sur les chiffres officiels. Quand on parle d'un PIB, la logique voudrait qu'il soit constitué de valeurs ajoutées. Ces valeurs ajoutées n'étant pas toutes exonérées ou en franchise de taxes, où est passé le reste? Ils sont arrivés à peu près à 70-30. Disons que, pour moins, 60-40. Disons que la TVA locale représente 40% des prélèvements. Mais le reste de la fiscalité ordinaire, quand on parle d'IBS, j'ai mis 200 milliards de dinars alors qu'il est à 23% pour les producteurs et à 19 pour les producteurs et à 25 pour les importateurs et compagnies. Donc, qui sont plus nombreux. Taux de recouvrement de l'IBS faible. Non, taux de déclaration. Allège, parce que quand on vous attaque justement sur un chiffre d'affaires, on vous prélève par exemple la TAP, que j'ai toujours contesté même quand j'étais fonctionnaire. Il est en déficit, des fois sur un exercice, il est vraiment déficitaire, en problème de trésorerie de gouverner 2%. Sur le chiffre d'affaires. Sur le chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Il va frauder. Et quand il fraude sur le chiffre d'affaires. Mais c'est en cascade. Quand il fraude sur un chiffre d'affaires, la TVA elle prend la tangente. Les bénéfices, s'il y en a, ils se réduisent. Évidemment, c'est revenu. Parce qu'on est dans un cas où il y a... C'est une cascade. À chaque fois, on a dit que réclamer certains impôts était une incitation à la fraude. Absolument. Alors, l'incitation à la fraude. Messieurs, les entreprises algériennes ont-elles raison, à travers les différentes organisations d'entreprises, FCE et autres, même les think tanks, CARE, etc., de revendiquer une pression fiscale plus faible sur la création de valeur qu'incarnent les entreprises? Est-ce que c'est une revendication juste ou est-ce que, parce qu'on avance la compétitivité, on dit, notamment vis-à-vis du secteur informel en Algérie, est-ce que c'est légitime comme revendication? Mais quelle est votre politique économique? Je pose la question. Si votre politique économique, c'est de dire, je vais créer des entreprises qui elles-mêmes vont créer des valeurs. Donc il faut leur laisser le cash flow brut industriel et commercial
de cette entreprise, à l'intérieur de cette entreprise. Si vous le prélevez par les différentes taxes pour ensuite, ça rentre dans cette caisse noire, et être réparti pour des logiques administratives ou de redistribution, Attendez, vous créez un problème. Ça peut être prévu pour être le deuxième pays d'Afrique en termes d'indice de développement humain derrière les îles Seychelles. L'Algérie est deuxième, c'est quand même pas mal. Oui, c'est un pays où les soins, la médecine est gratuite, où l'école est gratuite, La médecine où l'université est gratuite. Les gens sont bien soignés avec la médecine gratuite. Non, mais il faut être sérieux. Non, mais attendez. Non, il ne faut pas lancer comme ça la médecine gratuite. Non, je ne balance pas. L'école gratuite. Je dis que l'impôt, face à un impôt élevé, c'est le modèle scandinave, on a des services sociaux, on a des services publics de très grande qualité et qui couvrent la majorité de la population. L'Algérie est plutôt dans ce système-là. On ne peut pas dire que tout cet argent-là ne soit pas, tous ces prélèvements-là ne soient pas justifiés. Je marque une parenthèse, la dernière chose, totalement gratuite, il y a le janaza. Parce que pour le reste, pour les soins, ils ont peut-être pour aller acheter dans les douars, non. Pas dans les douars, ça. Omar Berkouk, le regard des deux rives, est-ce que les prestations sociales en Algérie, est-ce que l'indice IDH en Algérie est plus ou moins en rapport avec le niveau des prélèvements? Parce qu'en fait, c'est surtout ça la question. Ce sont des questions le rendement de l'impôt et l'efficacité de la dépense budgétaire. C'est ça la question. Donc, est-ce qu'on en a pour notre argent? Absolument. Si on le regarde du point de vue des autres pays africains, je pense que l'Algérie a un niveau de prestation relativement acceptable et suffisant pour la population. Mais au regard de la richesse prélevée et des dépenses qui sont faites, on peut avoir quelques déceptions par rapport aux prestations qui sont servies. Donc, il faut le regarder d'une manière absolue. On dépense beaucoup d'argent avec une efficacité parce qu'on a toujours la comparaison. L'Algérie regarde vers le nord. Donc, on regarde par rapport à ce qui se passe en France, en Espagne. Heureusement, vous ne voulez pas regarder vers les pays complètement déglingués. L'aspiration d'un pays, c'est d'être avec le peloton de tête. Oui, mais quand on arrête les compteurs et qu'on fait la comparaison, on est en Afrique. Nous sommes en Afrique, oui. L'Afrique du Sud est en Afrique aussi. Oui. Ils ne sont pas aussi bien couverts que nous, l'Afrique du Sud. On est en Afrique. Donc, par rapport aux 54 pays, on peut imaginer que les Algériens, aussi d'où ils viennent, qu'il y ait un certain niveau de prestation. Mais les dépenses, au regard des dépenses qui ont été faites, on aurait pu espérer beaucoup mieux. Et surtout par rapport à... Alors, on va en arriver... Faites un sondage rapide. Est-ce que les Algériens sont contents de leur médecine dont le budget est colossal? Est-ce que les Algériens sont contents de leur école? Est-ce que les Algériens sont contents de leur route? Est-ce que etc. Il faut relativiser. Il n'y a aucun peuple au monde qui est content, y compris le peuple suédois. Non, par rapport à la dépense. Là, on parle de 3 milliards de dollars. Là, on parle de la dépense et de son efficacité. Il y a de l'argent et on regarde le produit. 300 milliards de dinars, 397 milliards de dinars de budget de la santé. C'est à peu près 3 milliards d'euros. On ne peut pas avoir pour 43 millions d'individus un système de santé fiable et efficace pour 3 milliards d'euros. Soyons sérieux, il faut voir le budget de l'Espagne ou là de la France ou là en la matière. Donc maintenant, quand on avait proposé un système à double vitesse où certains revenus devraient payer leur part pour avoir de bonnes prestations, mais qu'ils payent. On a mis tout le monde dans le même sac. Le petit dernier adapté à 18 000 dinars, c'est celui qui est reçu en dernier. Exact. Parce qu'évidemment, il n'a pas toutes les... à 5 heures du matin pour faire la chaîne. On dit que c'est un système de justice sociale. Voilà. Et on réclame quand même à un pays qui a des revenus extérieurs désormais limité à 35 milliards de dollars au plafond, et un PIB qui, de toute façon, quel que soit le mode de calcul, est foireux, il va reculer à l'avenir, on lui réclame des prestations sociales selon le standard européen. Ce n'est pas ce que je réclame au gouvernement. Je ne vais pas faire dans le populisme. Moi, ce que je réclame, c'est est-ce que nous avons construit un outil économique capable de générer les plus-values fiscales, les plus-values économiques avant les fiscales, pour pouvoir soutenir un modèle
Alors, Nous n'avons pas ces moyens. La question suivante. Et les Algériens vont en Tunisie pour se soigner. La Tunisie est un pays africain. La question suivante, la question c'est pas le système santé, Ceci dit, les c'est le Tunisiens système ne se fiscal. soignent pas. Le système fiscal algérien, incitatif ou pas, bloque-t-il la création de valeur ajoutée ou pas? Est-ce que, messieurs, on n'a pas raté une fenêtre de tir 2006-2014, avant le contre-choc pétrolier, où les revenus du pétrole étaient suffisamment élevés, où la fiscalité pétrolière était suffisamment élevée pour remettre à plat le système fiscal, notamment pour baisser la pression, puisqu'on est à peu près d'accord, de ce que j'ai compris, que cette pression était forte. Est-ce qu'il y avait une opportunité pour le faire à ce moment-là? Est-ce que ce n'était pas le meilleur moment? Aujourd'hui, ça paraît plus difficile. Ce qu'on a fait à l'époque, c'est plus grave. On a augmenté les dépenses. Les besoins de l'État et on a augmenté les dépenses incompressibles. Aujourd'hui, les budgets qui relevaient d'une sorte de folie passagère en 2010-2011, aujourd'hui, sont devenus incompressibles. On se retrouve avec 8500 milliards. Alors, il y a des pays qui ont fait des baisses importantes, le Canada notamment, de la pression fiscale, et des dépenses publiques. Donc, ça va ensemble. Comment on le fait à un moment où l'économie est en phase de croissance, où donc on est sûr que l'assiette est en train de s'élargir et on a plus de revenus. Alors ma question c'est, encore une fois, est-ce que ce moment-là est définitivement passé ou est-ce qu'on peut encore le faire maintenant? Non, on a inventé mieux. On a inventé la franchise de TVA à la tête de l'opérateur et non pas du produit. C'est du jamais vu dans les codes des impôts. Alors, avec un produit, il ne paie pas de TVA parce qu'il est conçu par Kadour. Non pas parce que le produit lui-même est exonéré. D'ailleurs, j'ai fait de la taxe unique à l'époque où il y a un GPS ou bien TVA. Je n'ai jamais entendu parler d'une exonération d'un produit à la consommation parce qu'il est produit localement ou ailleurs. Ça n'existe pas même dans les règles de droit. C'est une hérésie. Un produit, on le détaxe ou on le taxe en tant que tel. C'est une position tarifaire. On a fait des franchises de taxes qui pratiquement font perdre au trésor de 100 à 200 milliards de dinars, toutes franchises confondues. Et là, je préférerais un taux, par exemple, d'IBS de 10%, un taux d'IRG de 20%, pas d'exonération. Tout le monde paye. Tout le monde Amar prend. Berkouk, c'est une bonne solution, ça? Oui, tout à fait. Et il y a peut-être un gisement d'augmentation des recettes fiscales, c'est d'aller chercher la partie informelle de l'économie, qui ne paye pas l'impôt. Avec 10% d'IBS et 20% d'IRG, il y a une incitation pour entrer dans l'économie formelle? Rappelez-vous les cadeaux, les incentives pour ramener évidemment, entre parenthèses, on supprime la TAP entre-temps, évidemment. Oui. Ça va, c'est la première... C'est une hérésie. C'est une patente. C'est un droit d'activer. Mais élargir l'assiette de la masse imposable et après regarder le barème. Mais le rendement de l'impôt en Algérie n'est pas à la hauteur de la production. De ce qui se fait dans le pays. Donc, il faut d'abord que l'administration fiscale collecte l'impôt qui est dû par le niveau de la richesse produite, directement ou indirectement, ce qui n'est pas le cas. Et dans un deuxième temps, on peut regarder la baisse des barèmes. Donc, ça ne servira à rien de le baisser à 10 ou 15%. Les tentatives entre guillemets, de normalisation de l'argent informel avec une taxation forfaitaire de 7,5%. Vous vous souvenez de l'époque de Ben Khalifa? La mise en conformité fiscale. La mise en conformité, ça n'a rien donné. Ça n'a absolument rien donné. Donc, cette production, il faut inciter de manière amiable ou coercitive la rentrée dans le système de l'économie informelle. Avec une trêve, pas une trêve, une amnistie fiscale? Oui. Oh là, surtout pas. Elle est allergique aux amnisties en tout genre. Alors, moi, je suis pour. En tant que formateur, j'ajoute, pendant plusieurs années à l'Institut national des finances, j'ajoute que l'administration fiscale est délabrée. Oui. Elle est délabrée. Il faut voir où exercent les fonctionnaires. Ils n'ont pas d'ordinateur. La formation, le niveau de formation, le niveau d'informatisation, on devait créer avec la Banque mondiale des hôtels des finances. On en a fait, je crois, 3 ou 4, alors que normalement, on aurait dû avoir 48, un par wilaya. Donc, il faut investir massivement sur la formation, les équipements pour l'administration fiscale et ensuite protéger les fonctionnaires. Comment on les protège, les fonctionnaires? On les protège par des salaires qui soit compatible avec la mission. Quand vous avez un inspecteur qui a Alger Nord ou là qui a un gisement fiscal et qui dort dans un hammam,
Vous voulez que ce bonhomme-là ne tombe pas dans l'escarcelle de la corruption. Il faut être sérieux. هذه حكايه الانسبكتور تاع الحمام هذه Ça n'existe pas. À mon époque, ça n'existait. Je rappelle que notre ami Farhat Aitali a été inspecteur principal des finances. بيت في الحمام ما قال لناش يكون حشم. Sinon, voilà. Mais ça me tournerait fort على كل حال. Ceci dit, on en a parlé de cette modernisation de l'administration fiscale, mais il faudrait moderniser peut-être tout le système économique, à commencer déjà par l'économie digitale, l'économie numérique. Pour faire sa télédéclaration. Mais qui patine. Non, il n'y a pas que la télédéclaration. Si on avait des bases de données statistiques interactives, consultables en temps réel, si toutes les opérations pouvaient être validées, que ce soit les opérations de paiement ou de livraison, on n'a même pas besoin de papier, d'enquête. En France, ou en Angleterre, ou aux États-Unis, vous n'avez pas besoin de toute façon d'aller faire une enquête de 6 mois pour savoir qui avait quoi. En Espagne, par exemple, un inspecteur, tout passe dans les serveurs. De plus de 2, 3, 4%. Ce qu'il appelait lui l'optimisation, c'est le nouveau terme pour euphémiser la fraude. Voilà. On va dans un pays où ceci dit, bon, c'est plus subtil quand même. Mais en Algérie, l'optimisation, elle se fait au hachoir. En plus, avec un marché, le gros du marché de distribution, il est tenu par des grossistes qui tiennent au marché. Si demain on les faisait disparaître, on n'aurait pas une bouteille d'huile à Alger, voilà, de Kilo Smith, mais c'est ce qui est arrivé en 2011, au début de 2011. Ces gens-là, à qui on a laissé le marché pendant 20 ans, qui n'ont pas besoin d'argent pour tourner aujourd'hui, même si on leur enlevait tout leur argent, ils pèsent plus lourd que l'État avec l'argent. Ces gens-là, si tu n'acceptes pas de marcher dans la sous-facturation, voilà, une facturation boiteuse avec de faux registres, je défie n'importe quel opérateur et qu'on les baisse 100% à des registres réels et fiables. Le fameux registre commerce électronique qui patine depuis 10 ans. On annonce ça comme un exploit, 1 million, 500 000, mais mine de rien, même la surfacturation, personne ne l'a fait en son nom. Sauf bien sûr pour les grosses opérations, Talondi ou là, ou pour les petites combines. C'est des registres bidons. Donc il faudrait éventuellement chercher à la source qui est derrière tout ça. Est-ce que c'est le fruit du hasard ? Est-ce que tout ce que l'Algérie a formé depuis 62 comme expert en tout genre, l'informatique et la haute finance, tout ce beau monde-là n'a pas pu conseiller les décideurs? On va quand même pas voter en touche. La mère de toutes les modernisations concernant cela, c'est quand même l'administration fiscale. Ah bon? Oui. L'administration fiscale avec une poste qui ne communique pas, avec des banques d'une agence à une autre. Mais il n'y a même pas d'ordinateur dans un bureau. Enfin, la dernière fois que j'étais inspecteur des finances, c'est à la main. C'est à la main. Non. Même l'administration fiscale, on va la moderniser. Elle doit se passer plus facile à moderniser que toutes les autres. Si elle n'est pas connectée en temps réel. On a une banque, droit de communication avec l'administration fiscale, alors le droit d'avoir des informations sans passer par la justice. Même les perquisitions sans commission. Elle a un pouvoir judiciaire. Oui, judiciaire spécifique, que même les services spéciaux n'ont pas. Mais est-ce que tu as une demande de recoupement, un bulletin de recoupement à une banque 3 mois, entre-temps, l'opération a été clôturée ou c'est d'arab. Parce que le système il est opaque. Et quelqu'un a voulu qu'il soit opaque. Ce n'est pas le fruit du hasard. Je ne crois pas au hasard, Anna. Les gilets jaunes dans les rues d'Algérie, messieurs, ça n'a aucun risque. Les Algériens se sont protégés autrement. Le bournous blanc. Le bournous blanc. Non, je veux dire, les Algériens ne souffrent pas. Enfin, avec le système de redistribution, avec le système de subvention, avec 23% de taux de transferts sociaux rapportés au PIB, on est de ce côté-là, on est tranquille. On n'a pas le sentiment d'être des pigeons. Avec la banane à 250 dinars, on a 3 mois de paix au moins. La banane à 350 dinars, c'est nouveau. Ça. C'est à 250 dinars, c'est tout récent. Le ministre a décidé. Alors, messieurs, on voulait parler aussi de comment, parce que le déficit va se poursuivre avec cette configuration-là, le déficit budgétaire pendant au moins l'année prochaine, mais probablement les années suivantes. Comment on allait les financer? Vous voulez profiter de la présence de Omar Berkouk, financier et banquier d'affaires de Haute-Voltige, pour parler des chances de refinancement du déficit budgétaire en Algérie. On n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui. On le fera probablement une autre fois dans un café des experts éco. En attendant, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. À la prochaine.
Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.